Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les discussions des sénateurs autour du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. La mesure phare de ce projet de loi, c'est le droit à l'erreur, l'article 2 du texte qui prévoit que désormais les citoyens, sous réserve d'être de bonne foi, ne seront plus sanctionnés au premier manquement constaté par l'administration. Mais au-delà, ce texte comporte bien d'autres mesures encore plus consensuelles. Et d'ailleurs, la moitié de ces mesures vont faire l'objet d'une nouvelle procédure au Sénat. Elles vont faire l'objet d'une législation en commission, c'est-à-dire qu'à peu près la moitié des articles va être directement débattue et voté en commission. Alors, tous les sénateurs de tous les groupes et de toutes les commissions peuvent amender le texte, mais seuls les sénateurs de la commission spéciale pourront le voter. Cela va être le cas pour des mesures aussi consensuelles que le fait de pouvoir porter réclamation devant un médiateur ou bien encore l'engagement de l'exécutif d'évaluer la loi, de mettre en œuvre l'évaluation de la loi avec à la clé la remise d'un rapport au Parlement en 2022. Tout cela pour aller plus vite et pour être plus efficace. Tout de suite donc, place à ce débat en commission. Monsieur le ministre, mes chers collègues, après la réunion qui s'est tenue hier, selon la procédure classique d'adoption du texte en commission, nous sommes aujourd'hui, et nous tenons ce jeudi, notre seconde réunion, dans un format qui est celui de la procédure de législation partielle en commission. Je rappelle que la législation en commission est une procédure particulière qui figure aux articles 47 ter et suivants de notre règlement et qu'elle résulte d'une résolution adoptée le 14 décembre 2017 par notre Assemblée. La Commission des lois et la Commission des affaires sociales avaient déjà mis en œuvre une procédure expérimentale. Mais aujourd'hui, notre Commission spéciale a la responsabilité d'appliquer pour la première fois ce nouveau dispositif. La procédure de législation en commission conduit à ce que le droit d'amendement s'exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote sur l'ensemble du texte qui est adopté par la Commission. Nous faisons aujourd'hui une application partielle de cette procédure qui ne concerne que certains articles dont la liste a été validée par la conférence des présidents. Les articles que nous allons examiner sont les articles 15 ter, 17, 17 bis A, 17 bis B, 22, 22 bis, 27, 37, 41, 42, 45 et 46. Nous n'aurons pas de discussion générale avant de passer à l'examen des amendements et des articles, cette discussion générale ayant eu lieu hier lors de notre première réunion. J'indique que notre réunion de commission est ouverte à tous les sénateurs, ouverte au public et retransmise en direct comme la séance publique dans l'hémicycle. Elle se tient bien sûr en présence du gouvernement qui est représenté par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Je précise également que si tous les sénateurs présents peuvent intervenir lors de la discussion, seuls les membres de la commission spéciale sont appelés à voter. À l'issue de l'examen des articles et amendements, je suspendrai la séance un bref instant afin de revenir à la procédure traditionnelle pour que les seuls membres de la commission spéciale puissent exprimer leur vote sur l'ensemble du texte résultant de nos travaux. J'aurai alors le plaisir, mais également le regret de demander au ministre, à nos collègues non membres de la commission, au public, de quitter cette salle de réunion et aux caméras d'arrêter la retransmission. Il y a certes beaucoup de formalisme, mais il est important de respecter toutes les règles pour assurer la crédibilité de cette nouvelle procédure. Ceci ne nous empêchera pas de dresser, bien évidemment, et plus tard, les leçons de cette première expérience. Je vous propose donc de passer à l'examen des articles. À l'article 15 ter, nous avons deux amendements. L'amendement 180 présenté par notre rapporteur, M. Lich. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Bien, merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Ministre. Cet amendement
entend instaurer à titre l'article 15 ter entend instaurer à titre expérimental un dépôt unique dématérialisé ainsi qu'un référent unique pour les demandes de subvention au titre de la politique de la ville. Avant de vous présenter mon amendement, il me faut vous préciser plusieurs points. Le premier, rappeler aujourd'hui les modalités concrètes de dépôt et d'instruction des demandes de subvention qui relèvent d'un formulaire CERFA. Et par le présent article, on élève donc au niveau législatif des sujets traités par un simple formulaire administratif. Deuxième point, en matière de dématérialisation, cet article acterait en réalité ce qui existe déjà ou ce qui s'apprête à exister, à savoir les demandes de subvention adressées aux services de l'État sont déjà dématérialisées à 90% et le seront à 100% dès cette année. Tandis que l'outil numérique d'instruction partagé par les différents cofinanceurs des contrats de ville, à savoir donc les services déconcentrés, services des opérateurs de l'État, services des collectivités territoriales, donc ces cofinanceurs contrats de ville sera déployé à compter du 1er septembre 2018 et pour traiter l'ensemble des demandes de subvention sur l'exercice 2019. Le troisième point, c'est quant à la désignation de référent unique, elle est déjà possible aujourd'hui si les signataires des contrats de ville la décident conjointement. Dès lors, et comme vos services nous l'ont confirmé, Monsieur le Ministre, cet article n'aurait donc d'autre effet juridique que de pouvoir contraindre des collectivités signataires des contrats de ville de mettre en place un référent unique qui, le cas échéant, pourrait être mis à leur charge sans qu'une compensation ne soit-elle obligatoirement prévue, et alors que cette instruction relève de leurs compétences. Sur ce point, les services ont voulu nous rassurer en précisant que les collectivités concernées devraient, en pratique, être volontaires pour participer à l'expérimentation, mais rien dans la rédaction actuelle ne le garantit. L'amendement que je vous propose vise donc à lever ce risque en prévoyant explicitement l'accord des collectivités concernées. De fait, il viderait dans le même temps cet article de toute portée normative. On pourrait donc aussi s'interroger sur une suppression pure et simple, mais j'ai considéré d'abord qu'il n'est pas inutile que la loi impulse par le signal donné la mise en place de référents uniques, et d'autre part, et surtout, que les collectivités à qui l'on chercherait à imposer une telle expérimentation pourront se prévaloir d'une disposition législative contraire dans leur dialogue avec l'État. Voilà, Monsieur le Président, le contenu de cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement, Monsieur le Ministre? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. L'avis du Gouvernement est favorable à cet amendement puisque nous considérons qu'il apporte une précision utile et qu'il permet effectivement de maintenir un article qui impulse ce type de procédure. Donc, avis favorable à cet amendement. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. Il est adopté. L'amendement 235 présenté par Monsieur Luche. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Bien, merci, Monsieur le Président. Cet amendement que je vous propose est de porter de 2 à 3 ans la durée de l'expérimentation afin de pouvoir mesurer tous les effets de la mise en place de référents uniques. Il prévoit aussi que son évaluation sera transmise au Parlement au plus tard 6 mois avant son terme. Merci. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement? Favorable, Monsieur le Président. Des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Qui est pour? Il n'y a ni contre ni abstention. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 15 ter ainsi amendé. Qui est pour? Favorable et unanime. Il est adopté. À l'article 17, nous avons 2 amendements. L'amendement 70, présenté par Madame Gruny. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, ce présent amendement inscrit dans la loi l'exigence d'impartialité et de confidentialité qui s'impose aux médiateurs et supprime le renvoi à un décret qui risquerait d'imposer des contraintes excessives et retarderait en tout état de cause la mise en œuvre du dispositif de médiation. Merci. Quel est l'avis du Gouvernement? C'est un avis favorable, Monsieur le Président. Y a-t-il des demandes de parole?
Je n'en vois pas. Je mets au vote. Qui est pour? Avis favorable et unanime. L'amendement est ainsi adopté. L'amendement 71 est également présenté par Madame Gruny. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'article 17 instaure un système de médiation entre les employeurs et les URSSAF. Contrairement à ce que les articles 17 bis A et 17 bis B, relatifs respectivement au régime agricole et aux branches famille et vieillesse, cet article ne prévoit pas de médiateur national. S'il n'est pas souhaitable de créer une instance d'appel à l'égard des recommandations des médiateurs des URSSAF, il semble pertinent que la conduite de la médiation au sein de la branche recouvrement fasse l'objet d'une évaluation. Et le présent amendement confie au directeur de l'ACOSS le soin de dresser chaque année un bilan de la médiation et de formuler des propositions d'évaluation législative ou réglementaire. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le dispositif prévu pour la médiation au sein des URSSAF ne prévoit que des médiateurs locaux et il pourrait paraître préférable de confier l'élaboration du rapport national à un médiateur national, dont la fonction et la position seraient davantage garantes d'une certaine autonomie dans sa propre évaluation et dans ses recommandations. L'amendement présenté par Madame la rapporteure ne va pas jusque-là puisqu'il confie l'évaluation au directeur de l'ACOSS, qui est lui-même responsable du fonctionnement du réseau des URSSAF. Cependant, et dans la mesure où il prévoit au moins, et c'est son mérite, une évaluation et un rapport, c'est un avis de sagesse à l'amendement de la rapporteure. Y a-t-il des demandes de parole? Madame Meunier. Oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues, oui, je voterai favorablement cet amendement. C'est vrai que la médiation, c'est vrai un sujet. On l'a entendu aussi de la branche famille surtout, et je pense qu'il est important d'avoir ce dispositif complémentaire que vous proposez. Donc, moi, je voterai cet amendement. Madame la rapporteure. Mais, en fait, nous, c'était pas d'ajouter en fait un médiateur, une fonction supplémentaire, et que le directeur de l'ACOSS en fait pouvait tout à fait se charger en fait de faire ce regroupement et en fait ce qu'on ne souhaite pas aussi, c'est que on ait un médiateur qui serve à faire un appel avec la médiation qu'on a déjà au niveau local en fait. Donc voilà. Mais sinon ça peut faire l'objet aussi de la navette en CMP. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je pense que la navette et la CMP sera l'occasion de revenir sur ce point. Et l'amendement que vous proposez pose la question, et en tout cas la nécessité d'une évaluation. Nous cherchons une cohérence en réalité, dans la mesure où pour les autres caisses, nous avons prévu des dispositions avec un médiateur national. C'est la raison pour laquelle, en cohérence avec les autres dispositions, notre préférence va plutôt vers cela. Mais la CMP sera l'occasion d'en discuter, j'en suis sûr, de déboucher sur un accord. Voilà, sur ce vent d'optimisme et en rappelant la position de sagesse du gouvernement sur l'amendement de Madame la rapporteure, je mets aux voix l'amendement qui est pour. Adoption favorable et unanime. Il est adopté, je vous remercie. À l'article 17 bis. Pardon, j'ai oublié d'appeler le vote sur le 17, l'article 17. Pour l'adoption, qui est pour? Adoption à l'unanimité, je vous remercie. À l'article 17 bis A, nous avons un amendement, l'amendement 7. Madame Gruny, Madame le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il convient ici de préciser que l'engagement d'une procédure de médiation suspend les délais de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que l'engagement d'une procédure devant ce tribunal met fin à la procédure de médiation. C'est une précision. Pardon, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est une précision, mais qui a de l'importance. Elle a de l'importance puisque votre amendement met en cohérence les modalités procédurales de saisine du médiateur de la MSA avec celles prévues de l'article 17 pour le régime général, ce qui, à ce stade, ne pose pas de difficulté. En revanche, cet amendement consacre dans la loi le principe d'une intervention du médiateur postérieurement à l'avis de la commission de recours amiable. Et un dispositif similaire est d'ailleurs proposé par votre amendement numéro 114 qui vient à l'article 17 bis.
Ces interventions des médiateurs post-commission des recours amiables soulèvent des questions juridiques et se heurtent aussi à des différences de pratique entre les différents régimes. Ces questions juridiques sont liées à la question du délai des recours contentieux et nécessitent une expertise plus approfondie. Donc, parce que nous avons besoin de cette expertise et parce que nous avons aussi besoin d'un peu de temps pour essayer de trouver la plus grande cohérence avec les différents régimes, c'est un avis de sagesse sur l'amendement numéro 7, comme sur l'amendement 114 qui viendra à l'article suivant, avec cette prévention qui est de dire que nous reviendrons sur ce débat à l'occasion de la CMP et de la navette pour qu'on puisse trouver des modalités qui soient à la fois rassembleuses, mais surtout qui nous permettent d'harmoniser au mieux les différentes dispositions et que ce soit le plus lisible possible pour celles et ceux qui auront recours à ce type de médiation ou d'intervention. Merci, Monsieur le Ministre. Y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. Madame la rapporteure. Moi, de toute façon, je maintiens effectivement cet amendement parce qu'on part du constat en fait que ça fonctionne bien actuellement dans le régime agricole. Donc, on souhaite finalement pas venir perturber et ajouter en fait des procédures et de clarifier en fait ce qui se fait aujourd'hui. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement. Qui est pour? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 17 bis A. Qui est pour? Il est adopté. À l'article 17 bis B, nous avons deux amendements. Le 236. Madame Gruny, Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le présent amendement précise les missions du médiateur des branches famille et vieillesse créé par l'article 17 bis B. En cohérence avec les dispositions de l'article 17 bis A relatif au médiateur du régime agricole, il est ainsi précisé que le médiateur peut proposer des modifications réglementaires et législatives et que son rapport annuel est présenté au conseil d'administration de la branche concernée et transmis aux défenseurs de droits. À l'inverse, il ne paraît pas pertinent de préciser que le médiateur formule des recommandations, notamment lorsque les réclamations qu'il reçoit posent des difficultés particulières, formulation qui nuit à l'intelligibilité de la loi et introduirait aussi une ambiguïté quant à la recevabilité des demandes de médiation. Merci. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui permet d'aligner la rédaction des missions du médiateur national nommé prochainement auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale d'allocation familiale sur le régime du médiateur de la MSA. Donc c'est une cohérence qui nous paraît bienvenue, c'est un avis favorable. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de parole? Il n'y en a pas. Je mets aux voix l'amendement. Qui est pour? Il est adopté. Je vous remercie. Le deuxième amendement, le 114, présenté par Madame Gruny. Madame la rapporteure. On a déjà parlé de cet amendement précédemment. Donc, je résume. Le présent article vise à préciser que la médiation est incompatible avec un recours devant le tribunal administratif de sécurité sociale, mais peut intervenir après une décision de la commission de recours amiable, dite l'ACRA. Merci, Monsieur le Ministre. Pour les mêmes raisons pour l'amendement numéro 7, c'est un avis de sagesse avec la perspective d'un travail en CMP. Merci pour cette sagesse. Des demandes de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'amendement. Qui est pour? Adoption unanime. Je mets aux voix l'article 17 bis B ainsi amendé. Qui est pour? Il est adopté. À l'article 22, nous avons un amendement, le 215, présenté par Madame Gruny. Madame la rapporteure, vous avez toujours la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'article 22 est relatif à la dispense de signature par l'employeur public des décisions produites sous forme électronique. L'amendement que je propose ici vise à améliorer la rédaction des alinéas 7 et 8 de cet article qui étendent le bénéfice de ce dispositif à la Poste et aux établissements publics, industriels et commerciaux. Il entend d'abord les rendre plus lisibles en évitant un renvoi au Code des relations entre le public et l'administration, alors que celui-ci ne s'applique ni à la Poste ni aux EPIC. Il vise ensuite à inclure les agents contractuels de droit public de ces organismes dans le champ d'application du dispositif.
Et accessoirement, il substitue une référence valide à une référence erronée à l'alinéa 5. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner votre avis et nous présenter le sous-amendement 257? Alors, l'avis est justement favorable, Monsieur le Président, sous réserve de l'adoption de l'amendement du sous-amendement 257. Ce sous-amendement apporte 3 précisions par rapport à la rédaction proposée. Le report de la DSN au plus tard le 1er janvier 2022 ne doit concerner que les seuls employeurs publics. Il me semble que... Voilà, il me semble... Oui, pardon. J'ai un doute. Voilà, je vais lever le doute. Voilà. Revenons, pardon, je suis allé trop vite. Revenons à l'article 22, donc la position du gouvernement sur l'amendement 215. Alors, sur le 215, et je l'avais gardé pour après, évidemment, les clarifications que vous apportez sont utiles, et donc l'avis est favorable. Avis favorable. Pardon, des demandes de parole. Je n'en vois pas. Je mets au vote cet amendement. Qui est pour? Il est adopté, je vous remercie. Et je mets l'article 22 également au vote. Qui est pour? Il est adopté. L'article 22 bis, venons-y, nous avons un amendement et un sous-amendement. Déposé par Madame Grudy, le 5. Vous avez la parole, Madame la rapporteure, pour nous préciser l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cet amendement n'a qu'une portée rédactionnelle. Je voudrais toutefois dire quelques mots sur cet article 22 bis qui prévoit de décaler de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2022, le délai dont disposent les employeurs publics pour mettre en œuvre la déclaration sociale nominative, dite DSN. Je rappelle que la DSN a été prévue pour la première fois par une loi de 2012, qu'elle a commencé à entrer en vigueur pour les entreprises dès 2015 et qu'elle est désormais obligatoire pour tous les employeurs privés. Elle devait s'appliquer aux employeurs publics au plus tard en 2020, ce qui constituait déjà un délai important par rapport au secteur privé. D'une manière générale, je ne suis pas favorable à ce que l'État s'exonère des obligations qu'il impose au secteur privé. Au demeurant, je vois mal en quoi cet article s'inscrit dans une logique de droit à l'erreur ou de société de confiance. Néanmoins, il ressort de mes échanges avec les services concernés que les dispositifs informatiques nécessaires à la mise en place de la DSN ne sont pas prêts. On ne peut que regretter cet état de fait, qui est symptomatique des difficultés que rencontre l'État dans la conduite de ces chantiers informatiques. Et un certain nombre d'entreprises qui ne disposent pas des moyens de l'État se trouvent en quelque sorte dans la même situation et n'ont pas encore mis en place la DSN. Alors j'espère, Monsieur le Ministre, que des instructions seront données afin qu'elles ne soient pas sanctionnées pour leur retard. On nous a dit qu'il y avait à peu près 30 000 petites entreprises qui sont dans cette situation. Donc bien entendu, je trouve que ce serait très malvenu que l'État vienne sanctionner ces petites entreprises alors que l'État ne respecte pas non plus finalement ces délais. Voilà, Monsieur le Ministre, pouvez-vous maintenant nous donner votre avis et nous présenter le sous-amendement 257 présenté par le gouvernement? Oui, Monsieur le Président. D'abord, quelques mots pour dire à Madame la rapporteure que les instructions sont données pour que les petites entreprises ne soient pas sanctionnées. Les plus grandes entreprises qui n'ont pas les mêmes difficultés, en tout cas qui ont plus de moyens pour répondre aux instructions qui sont données, peuvent faire l'objet d'instructions et de sanctions éventuellement, mais les petites entreprises ne sont pas concernées, conscientes des difficultés qu'elles peuvent rencontrer liées à ce que vous avez expliqué. L'article a aussi une autre vocation que celle que vous avez évoquée, qui est d'accompagner la mise en place du prélèvement à la source de manière à ce que les dispositifs soient là aussi les mieux coordonnés possibles. Pour ce qui concerne votre amendement, l'avis du gouvernement est favorable sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement qui vise à aller encore plus loin en matière de clarification par rapport à ce que vous proposez. Le sous-amendement que nous proposons, le 257, propose 3 précisions pour dire que le report de la DSN au plus tard le 1er janvier 2022 ne doit concerner que les seuls employeurs publics relevant des régimes spéciaux et non l'ensemble des employeurs publics, pour dire que les échéances fixées par décret pourront être différentes selon les employeurs publics et non uniquement selon la nature des données de la DSN. Et enfin, il insère la référence à la version actuellement en vigueur de l'article L133-5-3 du Code de sécurité sociale. Donc ce sont 3 précisions supplémentaires que nous souhaitons apporter à votre amendement qui participait déjà à la clarification. L'avis, Madame la rapporteure, sur le sous-amendement?
Je suis favorable à ce sous-amendement. D'accord. Y a-t-il des demandes de parole? Alors, Madame Lamure. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est une observation sur le fond, parce que je ne comprends pas qu'on ait des exigences vis-à-vis du secteur privé, notamment des entreprises, en leur remettant un délai précis, et qu'on augmente ce délai de 2 ans pour les collectivités notamment, qui, pour la plupart d'entre elles, d'ailleurs, savent tout à fait faire. Donc, je crois l'avoir déjà dit, je le répète, ça n'est pas sur la forme, bien sûr, que je voterai ces amendements et sous-amendements, mais sur le fond, je trouve dommage que l'on n'ait pas fait cette démarche-là. D'autres demandes de parole? Monsieur, pardon. Simplement pour faire écho aux propos de Madame Lamure, dans le secteur privé, la généralisation a eu lieu en 2017. Elle a été préparée depuis plusieurs années, ce qui n'est pas le cas dans le public et ce qui peut justifier la mise en place de ces délais. Par ailleurs, comme je le disais à l'instant dans le sous-amendement présenté à l'amendement de Madame la rapporteure, il s'agit bien des employeurs publics qui relèvent de régimes spéciaux et pas d'une généralisation totale de ces délais. Madame la rapporteure, Madame Gruny. Non, bien sûr, je ne reviens pas sur l'amendement. On est tout à fait d'accord et je suis favorable. Juste pour revenir encore une fois sur les entreprises. Donc aujourd'hui, les entreprises, pour la majorité, sauf les très petites, ont mis en place la DSN. Il n'y a pas de sujet. Donc aujourd'hui, comme elles sont bien organisées là-dessus, on leur remet la retenue à la source. Donc j'espère aussi qu'il y aura de la bienveillance de la part de l'État sur cette mise en place qui les inquiète beaucoup, qui vient aussi en urgence, parce qu'il faut être prêt pour l'année prochaine. Et ce n'est pas seulement les entreprises qui doivent être prêtes, ce sont aussi les éditeurs de logiciels. Et croyez-moi, concrètement, c'est très très difficile. Donc on demande vraiment de la bienveillance sur les entreprises. Merci. Dans ce dialogue bienveillant, vous avez à nouveau la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire à Madame la rapporteure que le gouvernement travaille avec les éditeurs que vous avez évoqués. J'ai eu l'occasion de participer aux travaux de l'Assemblée générale de la Société des éditeurs il y a maintenant quelques semaines, un mois environ, que nous sommes dans une discussion qui est constante, que nos services sont mobilisés avec une équipe projet au sein de l'administration pour accompagner ces modifications et que par ailleurs, nous allons pouvoir encadrer un certain nombre des travaux, des modifications qui sont portées par les éditeurs de paye dans le cadre de chartes et de conventions entre les éditeurs, le gouvernement et les organismes qui sont concernés par la mise en place du prélèvement à la source. Et donc, il y a un travail partenariat qui est salué par le gouvernement d'une part, mais qui a aussi été salué par la Société des éditeurs de paye après que nous ayons conclu ces différents accords et mis en place cette charte. Madame la rapporteure, vous avez demandé la parole, et puis j'ai une demande de parole de Monsieur Colomba. Je ne vais pas vous ennuyer longtemps, Monsieur le Ministre, mais comme vous avez des échanges avec des éditeurs, si vous pouviez négocier aussi les tarifs, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Colomba, vous avez la parole. Bon, je ne veux pas me prononcer sur l'intérêt de ces amendements et de ce report. Simplement, ce que je voudrais faire remarquer, c'est ce qui m'étonne, c'est l'impression d'improvisation complète en la matière. Je veux dire qu'on prend une décision, puis on voit comment ça s'applique ou ça s'applique pas. On rajoute des délais ou pas des délais. Enfin, c'est quand même une curieuse façon de gouverner. C'est pas la spécialité de ce gouvernement, hein, mais franchement, on pourrait peut-être améliorer plutôt que de faire des lois qu'on n'applique pas. Voilà, je n'ai plus de demande de... Monsieur le Ministre, pardon, oui. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais Madame Gruny a posé une question sur les tarifs. Dans le cadre de la charte que nous avons proposée et qui est signée par les éditeurs ainsi que le gouvernement, nous veillons à chaque fois que c'est possible que les tarifs d'adaptation des logiciels pour le prélèvement à la source puissent être inclus dans les tarifs de maintenance dès lors que les clients de ces mêmes sociétés d'édition ont des logiciels adaptés à la DSN, de manière à ce qu'il n'ait pas à subir, si l'on peut dire, ou à prendre en charge 2 fois des adaptations lourdes de leur logiciel. Et donc on travaille avec les éditeurs pour cela, dans le cadre de tarifs de maintenance. Merci. J'ai le sentiment que la discussion est sur ces amendements épuisée. Je vais donc d'abord soumettre le sous-amendement 257 à notre vote, qui est pour. Il est adopté. Et maintenant, l'amendement 5 sous-amendé, donc
de Madame Gruny, qui est pour. Il est également adopté, ce qui va nous permettre de soumettre à votre vote l'article 22 bis, qui est pour. Il est également adopté. Je vous remercie. À l'article 27, nous n'avons pas d'amendement et je le mets donc aux voix, qui est pour. Il est adopté. À l'article 37, nous avons deux amendements. Deux amendements qui sont identiques d'ailleurs. Le 124 rectifié de Monsieur Mouillet, qui le défend. Je vous en prie, Monsieur Forissier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le projet de loi prévoit que la nouvelle commission régionale d'élaboration des plans régionaux de gestion des déchets procédera à l'évaluation des plans départementaux de gestion de déchets en lieu et place des commissions départementales qui les ont élaborés. Cette disposition aboutit, à notre sens, à demander aux régions d'évaluer et d'apprécier la politique des départements, à un moment où certains rêvent justement de faire disparaître les départements. Cette approche risque de conduire à la tutelle d'un niveau de collectivité sur un autre niveau. Il paraît opportun que les régions fassent un état des lieux en concertation avec les départements, qui demeurent acteurs de proximité et en fonction des compétences croisées des deux collectivités. Une remarque complémentaire, nous sommes dans le cadre d'une loi, dans cet article comme dans les autres, qui veut affirmer la volonté, plus que de mettre des dispositions efficaces, de l'État de se rapprocher des citoyens et de gagner en crédibilité. Pour nous, les moyens efficaces, c'est plutôt de mettre en place des gestions différentes des ressources humaines, au niveau de la formation et au niveau d'une évolution culturelle nécessaire dans une notion de service public qui devient une mission d'intérêt général dans le contexte européen, et la mise en place surtout de moyens suffisants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Forissier. Madame Coste, vous avez déposé l'amendement également. Exactement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'amendement que j'ai déposé va dans le même sens, c'est-à-dire que l'article 37 simplifie l'élaboration des STRADET en mutualisant l'évaluation des plans départementaux de gestion des déchets au niveau régional, en lieu et place des commissions départementales qui les ont élaborés. Cela conduira les régions à évaluer ce qui a été dit et apprécier la politique des départements et affaiblir encore davantage l'action publique de proximité. Avec les nouvelles grandes régions, par exemple, la gestion des déchets du Cantal sera effectuée depuis Lyon, qui est à 4h30, voire 5 heures de route. Donc, c'est pourquoi cet amendement prévoit que l'élaboration des plans régionaux de gestion des déchets se fasse au moins en concertation avec les départements. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis du rapporteur de la commission, Monsieur Luche? Alors merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi du 7 août 2015, qui est la loi NOTRe, que nous connaissons toutes et tous, portant une nouvelle organisation de notre République, a confié aux régions la responsabilité d'élaborer des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, un plan unique se substituant aux plans départementaux, interdépartementaux et régionaux existants. Ces plans régionaux ont eux-mêmes vocation à être intégrés au sein des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET. Avant leur fusion au sein de ces plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, les plans existants doivent faire l'objet d'une évaluation par les commissions consultatives d'élaboration et de suivi compétentes dans un délai de 6 mois suivant la délibération du Conseil régional décidant l'élaboration d'un SRADET. L'article 37 prévoit que cette évaluation soit réalisée par la nouvelle commission régionale d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets et non par les différentes commissions départementales existantes, compte tenu de l'ancienneté et de l'absence d'activité de certaines de ces commissions qui ne permettraient pas de respecter les délais impartis. Aussi, les amendements visent à associer les départements à l'évaluation de ces plans. Or, désormais, la compétence de planification en matière de déchets a été transférée à la région, ce qui vient d'être rappelé, et il ne paraît donc pas illogique que l'évaluation des plans préexistants soit effectuée au niveau des commissions régionales. Surtout, tels que rédigés, ces amendements conduiraient à ce que les départements soient associés à l'évaluation des plans régionaux de gestion des déchets dangereux, à l'élaboration desquels ils n'ont pas participé.
L'évaluation par les commissions régionales n'empêchera pas toutefois les régions de consulter les départements et il ne me paraît donc pas utile de l'inscrire dans la loi. Et pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat qui a effectivement été mené à l'occasion de l'examen de la loi NOTRe. J'en étais le rapporteur à l'Assemblée nationale et nous avions eu beaucoup de discussions sur la question du plan régional des déchets et du transfert au niveau régional de cette compétence. D'une part, comme l'a dit le rapporteur à l'instant, on ne peut pas évoquer le risque d'une tutelle ou d'un affaiblissement de l'action de proximité dans la mesure où nous traitons là d'une compétence qui est désormais régionale, quelle que soit l'appréciation d'ailleurs que l'on peut porter sur ce transfert. Par ailleurs, un certain nombre de régions, pour ne pas dire toutes, ont déjà développé des habitudes de concertation, de consultation des départements dans le cadre de bonnes pratiques qui ne nous paraît pas utile à ce stade d'inscrire dans la loi au risque d'ajouter un élément de formalisme supplémentaire alors que nous sommes dans une volonté de simplification par l'association, en tout cas la simultanéité des évaluations et le fait de le confier aux régions. Donc pour les mêmes raisons qu'évoquées par le rapporteur, l'avis est défavorable. Alors j'ai des demandes de parole. Monsieur Durin, monsieur Mouillet, monsieur Colomba et monsieur Detraigne. Et monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, on pense ce qu'on veut de la compétence déchets attribuée aux régions, mais c'est un fait. Donc, par cohérence, dans la mesure où la région est compétente, l'évaluation lui revient. Je vois dans cet amendement, dont je comprends un peu le sens, pour des élus qui ont porté et suivi ces question de déchets, le souhait de continuer à en être porteur, mais voilà, la loi est passée. Par cohérence, il me semble qu'on doit s'en tenir à la proposition du rapporteur, et ça ne dispense pas les régions, comme l'indiquait le ministre, de continuer à avoir un dialogue avec les départements sur toutes les compétences qu'elles ont reçues de la loi NOTRe. Merci. Didier Mandelli, pardon. Merci, Monsieur le Président. Moi, il me paraît pas incongru ou décalé ou incohérent de pouvoir consulter les départements ou en tout cas les entendre. Cette compétence, elle est transférée. Et c'est vrai que c'est l'échelon pertinent, notamment en termes d'outils, d'équipements. Je pense au centre de tri notamment, qui doivent être réduits en nombre. Je ne peux pas concevoir que l'évaluation se fasse sans les départements. Enfin, ça paraît un non-sens de l'imaginer. Donc je ne sais pas quelle est la meilleure formule. Peut-être pas concertation, parce que mais au moins une consultation ou une audition des départements. Mais ça me paraît tomber sous le sens que ça se passe comme ça en réalité, puisque les départements ont conçu ces plans. Mais on ne peut pas faire d'évaluation sans au moins avoir eu un échange avec les départements. Mais je ne peux pas concevoir que ça se passe différemment. Mais comment le formaliser, c'est autre chose. Merci. Pardon, monsieur Colomba. Merci, Monsieur le Président. Oui, enfin, sur le plan formel et légal, effectivement, c'est les régions qui ont la compétence, donc c'est à eux de l'appliquer. Sauf que on redécouvre, le sujet revient après les discussions qu'on a eues sur la loi NOTRe, que vous avez fortement soutenue, Monsieur le Ministre, et qui faisait apparaître que, enfin, moi à l'époque, j'avais dit, on est en train de mettre en place une espèce de gros plan régional. Ce sera Stradette, machin, enfin, qu'est-ce que ça allait donner? Bon, on en est toujours là, hein. On en est toujours aux élaborations, etc. Les problèmes sont toujours là. Bon. Donc, encore une fois, sur le papier, tout va bien, on réforme, etc. Oui, oui. Dans la réalité, c'est un peu différent. Bien. Donc, moi, je soutiendrai par principe au moins l'idée qu'il y ait une concertation. Quand on voit l'ensemble des articles qu'il y a dans ce projet de loi, il y en a de beaucoup moins utiles. Hein. Pardon, merci. Alors, monsieur Detraigne. Alors, oui, madame Coste. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est tout simplement du bon sens qu'on se rapproche des départements concernés. Moi, j'ai été à l'origine de l'organisation du schéma départemental de traitement des déchets dans le département de la Marne. J'étais jusqu'à il y a quelques mois le président de ce syndicat.
J'ai vu venir des élus alsaciens parce qu'ils avaient un problème pour amener dans la Marne, ce qui n'est pas tout à fait proche de l'Alsace, des déchets. Il faut connaître, j'ai vu aussi des Belges venir pour amener des déchets dans la Marne. Il faut quand même connaître les capacités de l'entreprise, des outils qu'on a mis en œuvre pour pouvoir discuter de ça. J'imagine pas que de Strasbourg, pour prendre l'exemple de ma région, on décide de ce qu'on peut mettre à Châlons-en-Champagne. Donc je crois que la concertation avec les départements concernés, elle est de bon sens. Merci, Madame Coste, puis Monsieur Hugonnet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il me semble, j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit par mes collègues, c'est une question de bon sens. Donc peut-être que le mot concertation est un peu fort, mais au moins consultation. C'est une évidence. Ça ne peut pas se passer autrement sur le terrain. Ben oui. Voilà, donc je vous remercie. Merci, Monsieur Hugonnet. Oui, je voulais revenir un petit peu, rebondir sur ce qui a été dit. On semble de faire ici la loi NOTRe, l'alpha et l'oméga, lorsque l'on sait dans quel marasme elle a plongé les territoires et quel désastre parfois, je le dis, notamment en région Île-de-France. Mais bien entendu que sur ces sujets, on peut prendre des décisions technocratiques de très loin. Sur un sujet comme celui-ci, on est bien entendu dans la proximité et cette concertation, il faut qu'elle ait lieu. J'ajoute qu'en matière de bon sens, on devrait souvent écouter le Cantal. Merci, Monsieur Forissier. Oui, alors, si le terme concertation gêne, moi je pense qu'il faut quand même maintenir, et là je me tourne vers Monsieur le Ministre pour qu'il nous donne son avis et qu'il nous propose peut-être une solution pour trouver le moyen au moins qu'il y ait consultation des départements, parce que quand on est à la tête d'un département, ça m'est arrivé, j'étais premier VP du Rhône quand mon président était ministre, donc vous vous doutez que j'avais quelques sujets de préoccupation. Quand on sait le nombre de consultations, de concertations auxquelles on répond dans une journée dans un département, on n'est pas à un message près. Donc je crois que, pour moi, pour le moment, les départements existent. C'est un signal qu'il faut envoyer aux départements. Ils souffrent, les départements aujourd'hui, avec les compétences sociales notamment. On a des élus volontaires qui font leur boulot. Je pense que cette volonté d'ouverture en direction de l'existence des départements, c'est un bon signal qui est donné, de respect notamment aux élus qui sont au quotidien et proches des gens. Merci. Je sens, après les différentes interventions, qu'on s'oriente peut-être, Monsieur le rapporteur, vers un remplacement de concertation par consultation, mais peut-être que j'anticipe. Vous avez la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. J'entends l'ensemble des collègues. J'ai été moi-même président de département. Alors, est-ce que ma région est différente des autres? Je ne sais pas. Mais chaque fois que le président, ensuite la présidente de la région me consultait, je donnais un avis, elle n'en tenait pas du tout compte. Et c'est pour ça qu'avec l'expérience qui est la mienne, je me disais à quoi cela sert-il, quoi. Ceci dit, et je pense qu'il faut voir, et un certain nombre d'entre vous l'avez noté dans vos propos, les départements sont menacés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'apprend. Et je pense que de marquer dans le marbre, et je retiens une partie de vos propos, de vos propositions, de marquer dans le marbre que les départements, au moins, sur ce sujet-là, peuvent être consultés, ça me paraît le moindre mal. Alors, ce que je vous propose, mes chers collègues, c'est de modifier, et je m'adresse aux deux collègues qui ont déposé ces amendements, c'est-à-dire que dans le texte, on pourrait noter qu'après insérer les mots, après consultation des départements concernés. Donc on joue sur les mots, mais vraiment, c'est la consultation me paraît nécessaire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je vous propose. Voilà, nous ne procédons pas encore au vote. Je vais d'abord redonner la parole au ministre. Merci, Monsieur le Président, et je ne voudrais pas être désagréable avec le rapporteur, mais l'avis restera défavorable puisque nous avons du mal à différencier ce qui relèverait d'une concertation non définie, ce qui relève d'une obligation
de consultation. A priori, la concertation nous paraît être une forme de consultation. Et dans la mesure où nous sommes dans une entreprise de simplification et que nous ne souhaitons pas, ajouter du formalisme à une procédure qui, dans les faits, fait déjà l'objet de bonnes pratiques assez régulières et très répandues dans les différents territoires, pour ces raisons, l'avis reste défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Forissier. Oui, je voudrais faire respectueusement remarquer à Monsieur le Ministre que ma proposition reste tout à fait dans l'esprit global du texte, du début à la fin. Donc je crois que ça est la bonne solution pour garder cette belle unanimité, même si on n'est pas tous convaincus de la finalité, de la nécessité de ce texte, etc. Mais je crois que l'art du Sénat et du gouvernement, c'est de trouver des accords qui rendent au moins les choses, les intentions des uns et des autres présentables. Merci. À ce stade, je vous propose donc, nous sommes en fait saisis d'un sous-amendement du rapporteur Monsieur Luche sur les deux amendements, et donc où il est proposé de remplacer en concertation par après consultation. Donc je fais déjà voter sur ce sous-amendement qui est pour le sous-amendement adopté à l'unanimité. Ce qui me permet de faire voter également sur les amendements, les deux, ainsi sous-amendé, qui est pour. C'est adopté. Non, c'est la modification. Et donc, je fais adopter l'article qui est pour. Je vous remercie. Il est adopté. À l'article 41, nous avons un amendement déposé par le rapporteur, Monsieur Luche. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 41 prévoit que les rapports d'évaluation de diverses expérimentations prévues par le projet de loi rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations. Ces dispositions ont été présentées comme le moyen d'inviter le gouvernement à avoir recours à des dispositifs de participation des parties prenantes pour l'évaluation de ces expérimentations. C'est une excellente chose. Mais je pense que les dispositions en cause ne donnent aucune garantie quant à l'objet qui les a motivées. Et ce n'est pas parce que le gouvernement remet un rapport qu'il aura associé les personnes intéressées avant. Je pense donc qu'il est préférable de supprimer cet article. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'avis est défavorable pour une raison de cohérence et une raison de fond. Une raison de cohérence dans la mesure où le gouvernement a soutenu l'adoption de ces dispositions à l'Assemblée nationale et que, par conséquent, il ne peut être qu'opposé à leur suppression à l'occasion de l'examen par votre Chambre. Et par ailleurs, Monsieur le rapporteur, vous justifiez votre volonté de suppression de l'article par, je cite, l'absence de garantie quant au dispositif de participation des parties prenantes à l'évaluation. Or, l'article 41, proposé par l'Assemblée nationale, incite le gouvernement à procéder à une démarche d'évaluation des expérimentations prévues par les articles 11, 12 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 17 bis, 21 et 33, qui soient concertés avec les personnes intéressées. Et ce faisant, cet article nous semble renforcer la qualité de l'information contenue dans les rapports d'évaluation pour les normes qui sont ainsi citées et mises en cause. Et donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons le maintien de cet article et que l'avis est par conséquent défavorable à la suppression que vous proposez. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Ministre, en fait, rien n'interdit au gouvernement de consulter les personnes intéressées. Et ce ne me paraît pas judicieux ou utile de l'inscrire dans la loi. Voilà. C'est pour ça que cet amendement, pour moi, cet article ne sert absolument à rien. Des demandes de parole. Madame Meunier. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on a beaucoup, et on parle encore beaucoup, des rapports, des évaluations, des rapports d'évaluation, des bilans, etc. Enfin bon, ça. Alors, on les élimine, mais derrière tout ça, il y a quand même bien la participation, la concertation, et qui est aussi la volonté de ce gouvernement, je pense, c'est la marque de fabrique un peu dans ce que vous nous proposez, Monsieur le ministre. Donc, l'inscrire ou pas dans ce texte, personnellement, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Donc, je m'abstiendrai sur cette suppression d'article au mieux. Monsieur le ministre, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, Monsieur le Président, juste un mot pour dire que ce texte pose un certain nombre de principes nouveaux dans la relation entre
les usagers de l'administration, avec d'une part le droit à l'erreur, mais aussi le droit au contrôle, le droit au conseil, et il propose un certain nombre de dispositions permettant de simplifier des procédures et d'aller plus avant en matière de lisibilité de notre administration et de ses procédures de décision. La volonté du gouvernement, qui a été confortée et renforcée par l'adoption d'un certain nombre d'amendements à l'Assemblée nationale, est véritablement de pouvoir procéder à une évaluation de ces dispositions, non pas seulement à l'occasion de la publication des rapports qui sont prévus et dont nous soutenons la rédaction, mais au long cours, avec la volonté d'associer des parlementaires, mais aussi les acteurs concernés de la société civile à une évaluation des différentes dispositions de manière pérenne et à l'échelle du mandat de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu les différentes demandes de rapport, nous avons soutenu la volonté de la majorité de l'Assemblée nationale de conforter encore et d'inscrire dans la loi le fait de consulter. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, quand vous dites que rien n'empêche de le faire. Mais c'est une volonté de le rendre obligatoire et de s'assurer que ce soit fait par le gouvernement, que ce soit celui-ci ou un autre. Et vous imaginez que nous souhaitons que cela soit celui-ci. Pardon, monsieur le ministre. Je vous redonne la parole. Vous l'avez, madame, chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En fait, il me semble, et c'est pour ça, je ne comprends pas forcément le débat, parce qu'il me semble que c'est plutôt insister sur la méthodologie, et il est toujours intéressant, quand il y a une enquête, de savoir effectivement comment les personnes intéressés ont été consultés, à savoir est-ce que c'est par Internet, enfin ça permet de mesurer le taux de crédibilité de la réponse éventuelle. Donc je trouve qu'au contraire, le fait d'imposer, de préciser la méthodologie du rapport et de la consultation est plutôt intéressante à insérer dans un rapport. Je vous remercie, madame Verrien. Madame Lavarde. Et juste pour dire qu'on est tous... On sait que lorsque ça ne marche pas, on est très rapidement informé et on a des retours du terrain, des utilisateurs qui viennent très vite. Donc, s'il y a des choses à modifier, il n'est peut-être pas temps d'attendre les rapports pour le faire et de faire une modification en marchant, enfin au fur et à mesure pour rendre les processus nouveaux les plus efficaces et les plus efficients. Et ensuite, de toute façon, pour toutes ces expérimentations, si jamais les différents organismes de contrôle, que ce soit la Cour des comptes ou le Parlement, pensent qu'il y a enquête, contrôle à mener, ils ont leur propre pouvoir pour le faire. Donc voilà, effectivement, il y a tout un tas de rapports qui sont prévus dans ce projet de loi ici et ailleurs, beaucoup, et on voit bien que le gouvernement a des difficultés à tenir les délais, puisque le PLF l'a encore montré, nous avons reçu des rapports alors même qu'ils avaient plus de 3 mois de retard et qu'on devait se prononcer un peu sur des conclusions. Donc voilà, il faut peut-être tous se faire confiance en fait, se dire que les utilisateurs sauront faire savoir ce qui ne va pas et que si jamais les organismes qui contrôlent pensent qu'il y a besoin de le faire, ils saisiront leur pouvoir. Je vous remercie, ma chère collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, vous n'étiez pas présent à la Commission hier, mais nous avons élucidé les nombreux rapports qui nous étaient proposés, parce que d'après nous, bon nombre d'entre eux servent absolument à rien. Donc, une fois planté un petit peu le décor, moi, si vous voulez, il appartient au gouvernement de prendre l'initiative. Nous n'écartons pas. S'il lui paraît utile ou judicieux de consulter, rien ne le lui interdit. Donc laissons libre le choix de chacun pour justement faire au mieux et ne pas l'inscrire dans la loi pour encore alourdir les procédures, parce que du fait que ce soit inscrit dans la loi, ce sera obligatoire. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Sans compter les rapports promis dans des expérimentations dont on n'a pas connaissance, mais qui donnent lieu à mise en œuvre de mesures. Voilà, donc si je soumets au vote, je rappelle l'amendement de M. Luche, assorti d'un avis défavorable du gouvernement, qui est pour l'adoption de l'amendement. Il est adopté. Je soumets l'adoption de l'article 41 à votre vote, qui est pour. Il est adopté. Je vous remercie. À l'article 42. Oui, est supprimé. Oui, pardon.
L'article 42, nous avons un amendement 205. Monsieur Luche, toujours. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'article 42 est le pendant de l'article précédent pour les dispositions du projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Donc c'est quasiment le même sujet, mais qui concerne les ordonnances. En effet, il prévoit que le gouvernement rende compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées auront été associées à l'élaboration de ces ordonnances. Là aussi, les dispositions de l'article 42 ont été présentées comme le moyen de permettre aux parties prenantes de participer directement à l'élaboration de la norme qui leur sera appliquée. L'objectif est louable, là aussi, mais, comme pour l'article précédent, l'article 41, il apparaît que les dispositions en cause ne donnent aucune garantie quant à l'objet qui les a motivées. Ce n'est pas parce que le gouvernement remet un rapport, je redis ce que j'ai dit précédemment, ce n'est pas parce que le gouvernement remet un rapport qu'il aura associé les personnes intéressées en amont. Donc, il vous est proposé de supprimer cet article 42. Monsieur le ministre. Comme l'a dit Monsieur le rapporteur, les termes du débat sont les mêmes avec l'amendement précédent. Donc l'avis est favorable pour la même raison, puisque ça s'inscrivait dans la même logique pour l'Assemblée nationale et soutenu par le gouvernement. Ce qui m'amène à vous donner la parole. Donc, personne ne demande la parole. Je soumets au vote l'amendement 205 déposé par Monsieur Luche avec un avis défavorable du gouvernement, qui est pour l'adoption de l'article ? De l'amendement, pardon. Qui est contre? Abstention. Il est adopté, oui, puisque l'article est supprimé. L'article 45, nous avons un amendement, toujours dans la même direction, l'amendement 206 de Monsieur Luche. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 45 du projet de loi précise que le gouvernement s'engage à mettre en place une évaluation rigoureuse de l'impact des différentes dispositions du texte d'ici 2022. Selon cet article, cette évaluation devrait donner lieu à la remise d'un rapport devant être rendu public et être présenté en séance publique. Enfin, il est précisé que le choix du dispositif d'évaluation et des évaluateurs doit être soumis pour avis à l'organe d'évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement. Mon amendement a pour but de supprimer ces dispositions qui soulèvent de sérieuses difficultés, notamment constitutionnelles, à savoir injonction au gouvernement ou défaut de normativité et atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Il apparaît en effet que le premièrement de l'article semble disposer d'une injonction au gouvernement ou est, à défaut, dépourvu de portée normative. De plus, la demande de présentation du rapport en séance publique semble contraire à l'article 48 de la Constitution et à la lecture qu'en fait le Conseil constitutionnel. Enfin, le dernier alinéa de cet article fait référence à un organe qui ne semble pas exister à l'état du droit. Si un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a bien été institué à l'Assemblée nationale, un tel organe n'existe pas au Sénat. Ce comité d'évaluation n'est pas, en tout état de cause, celui du Parlement, mais celui d'une seule de ses chambres, à savoir l'Assemblée nationale. Donc je vous souhaite donc que cet article soit supprimé. Merci, Monsieur le rapporteur, de cet avis éclairé. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous ne partageons pas les craintes exprimées par le rapporteur et dans cette mesure, nous sommes opposés à la suppression de cet article. Nous considérons que l'article permet une évaluation des impacts de la loi, des expérimentations, à partir de méthodes scientifiques multicritères et en ayant recours à des experts reconnus. Par ailleurs, le 1 de cet article de loi ne nous paraît pas porter atteinte à la séparation des pouvoirs et ne saurait être regardé comme une injonction au gouvernement, puisque celui-ci s'engage seulement à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de la loi. Et le 2 ne nous paraît pas contraire à l'article 48 de la Constitution, dès lors que la demande de présentation du rapport en séance publique pourra se faire dans les conditions prévues par ce même article. Donc pour ces raisons, l'avis est défavorable. Monsieur le rapporteur. Non, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je maintiens ma proposition et si vous voulez, il y a deux niveaux. D'abord, un rapport supplémentaire. Je vous ai dit ce que je pensais. Deuxièmement, l'anticonstitutionnalité qui fait que dans cette Assemblée, ce n'est pas possible. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Ah, si.
Madame Non, simplement Meunier, pour une Monsieur explication de Detraigne. vote. C'est vrai que, bon, la première partie, je suis un peu dubitatif sur faut-il des rapports ou pas, parce que je pense quand même que l'évaluation est nécessaire. Donc là, je doute. Par contre, votre argument deuxième anticonstitutionnel me fait voter favorablement cette suppression d'article. Merci, Monsieur Detraigne. Oui, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Je comprends mal, vu la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, que le législatif écrive « le gouvernement s'engage ». Donc, problème. Monsieur le ministre, vous maintenez l'avis? Vous maintenez l'avis. Ce qui me permet de soumettre au vote l'amendement de notre collègue Monsieur Luche. Qui est favorable, qui vote pour l'amendement? Merci. Qui vote contre? S'abstient. Il est adopté à l'unanimité, ce qui me permet d'appeler le vote sur l'article qui est supprimé, effectivement. Donc, on aurait pu confirmer la suppression. Voilà. Ouais, il est supprimé. Ouais. Et nous sommes à l'article 46, le dernier, qui est également assorti d'un amendement, le 207, proposé par Monsieur Luche. Monsieur le rapporteur, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 46 commande à la Cour des comptes de remettre au Parlement, dans un délai contraint, des rapports d'évaluation comptable et financière relatifs à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs du projet de loi. Or, après avoir consulté la Cour des comptes, il apparaît que la remise de tels rapports n'est pas compatible avec son activité normale sur la période considérée. La garantie de l'équilibre de ces différentes missions est pourtant un impératif d'ordre constitutionnel, comme le rappelait le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 2001. De plus, je pense que ces évaluations pourraient être traitées par les différents corps d'inspection de l'État. Enfin, je rappelle que la suppression de l'article 46 ne fait pas obstacle à ce que la Cour des comptes soit ultérieurement saisie par le Parlement, mais dans des conditions prévues par la loi organique. Il s'agit des raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer cet article 46. Voilà la proposition qui est la mienne. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Dans la mesure où la Cour des comptes est l'institution chargée de contrôler la régularité des comptes publics et de vérifier le bon emploi des fonds publics, elle nous paraît la mieux à même de procéder à l'évaluation qui est prévue par les dispositions du projet de loi tel que nous l'examinons aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à la suppression de cet article. Madame Lavarde, vous avez la parole. Oui, pour abonder dans le sens du rapporteur et notamment pour revenir sur les délais qui seraient impartis à la Cour des comptes pour réaliser de telles évaluations comptables et financières. Pour que ces évaluations aient un sens, il faut qu'il y ait une année de référence, au moins 1 ou 2 années de fonctionnement de la dite mesure, de manière à pouvoir avoir un comparable et puis une évaluation dans le temps, puisqu'il peut y avoir des effets conjoncturels qui vont modifier les choses, par exemple avec la mise en œuvre de l'achat de nouveaux logiciels ou autres, qui vont finalement faire apparaître un coût important de la mesure, alors que plus dans le temps, on aura des effets d'économie ou de synergie. Donc 18 mois me paraît un délai qui ne permet de toute façon pas, qui ne rend pas possible le fait d'avoir une année pleine comptable de mise en œuvre de la mesure. Donc pour ces raisons-là, je suivrai le rapporteur dans sa demande de suppression. Monsieur le ministre, voilà, je vois que vous avez souhaité nous apporter de nouvelles précisions. C'était simplement pour dire que l'avis défavorable a été maintenu, Monsieur le Président. Maintenez. Donc nous allons voir ce que notre Assemblée, les membres de la Commission décident. Je propose donc de soumettre au vote l'amendement 207 qui est pour son adoption, qui est contre ou s'abstient. Je n'avais pas vu de doigt levé. Donc l'amendement est adopté, ce qui entraîne la suppression de l'article 46. C'était le dernier à l'examen dans cette procédure. Nous en avons donc fini avec l'examen de ces articles. Voilà pour cette procédure de législation en commission qui a donc été appliquée aux articles les plus techniques et les plus consensuels de ce projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Un projet de loi dont la mesure phare est le droit à l'erreur. Et les mesures les plus importantes et les plus politiques seront débattues dans l'hémicycle et cela à partir de mi-mars. Toute autre chose à présent, je vous propose de revenir à l'un des temps forts hier dans l'hémicycle, les
discussion autour de la proposition de loi UC de Françoise Gatel pour simplifier mais aussi mieux encadrer l'ouverture d'écoles libres hors contrat, d'écoles privées hors contrat. Ces écoles, eh bien, elles sont de plus en plus nombreuses en France. Elles sont 1300 aujourd'hui et elles souffrent d'un manque d'encadrement. C'était là le constat de départ. Mais voilà, eh bien, pour pouvoir faire adopter le texte, eh bien, il a fallu avoir un compromis entre la droite et le centre. Cela aux grandes dames de la gauche qui estiment que ce texte, même s'il constitue une avancée, eh bien, ne protège pas suffisamment les enfants qui sont dans ces écoles privées hors contrat. Tout de suite donc, retour aux discussions dans l'hémicycle. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. À l'article 1er, nous sommes saisis de demandes de parole, à commencer par monsieur Max Brisson pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Les interventions lors de la discussion générale ont pointé ce qui fait consensus dans cet article 1, à savoir essentiellement l'instauration d'une démarche harmonisée et d'un guichet unique. Cet article 1 également confirme que nous restons bien dans un régime de déclaration et non d'autorisation préalable qui aurait porté atteinte à la liberté d'enseignement, une liberté constitutionnelle, permettez-moi de m'en féliciter. En revanche, le rallongement des délais d'examen et éventuellement d'opposition prévus dans cet article a donné lieu et donne lieu à débat. Il faut avoir laissé le temps aux administrations concernées d'appréhender le dossier sans pour autant que ce délai n'entrave dans les faits le projet d'ouverture ou le retarde d'un an. Un délai raisonnable de 3 mois pourrait répondre à cette double exigence. De même, le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu par le texte d'origine pose problème. L'amendement déposé par Françoise Gatel, auteur de la proposition de loi, et auparavant par Jean-Claude Carle et Bruno Retailleau, en définissant dans le corps de la loi plutôt que dans un décret les pièces demandées lors de la déclaration d'ouverture, protège la liberté d'enseignement de tout risque de prolifération excessive de contraintes qui réduirait cette liberté. Exiger 3 mois à l'avance, comme le propose le texte initial, la liste des professeurs, leurs titres, les volumes horaires par discipline, rendrait particulièrement difficile l'ouverture d'une école et donc réduirait de fait la liberté d'enseignement. Les amendements approuvés ce matin par la Commission, en écartant toute référence au projet pédagogique, aux horaires et au programme, évitent le risque de soumettre tout projet d'ouverture à une sorte d'imprimature pédagogique officielle, à une sorte de déclaration préalable pédagogique. Toute liberté peut donner lieu à des abus, ce n'est pas une raison pour la réduire à l'excès. L'article 1 de cette proposition de loi ne réalisera donc pleinement ses objectifs, mieux encadrer le régime de déclaration sans remettre en cause la liberté d'enseignement, que s'il fait sien quelques principes de précaution contenus dans plusieurs amendements qui, s'ils sont votés, finalement donneront tout son sens à l'article 1 et à la proposition de loi. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Marie-Pierre Monnier pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, voici quelques principes constitutionnels que je souhaiterais rappeler. La Nation garantit à tous les enfants le droit à l'instruction. Tous les enfants ont un droit dans notre pays à un enseignement construit et de qualité, dans le respect des valeurs de la République. Oui, la liberté dans l'enseignement existe. Les parents ont un large choix pour scolariser leurs enfants. Mais l'État a le devoir d'organiser l'enseignement public, gratuit et laïque. Et la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement. C'est au législateur qu'il revient de fixer les limites à cette liberté d'enseignement lorsqu'un établissement contrevient à ces principes, afin de mettre un frein aux dérives de toutes sortes, car il y en a et nous le savons tous. L'introduction d'une procédure d'autorisation pour l'ouverture d'écoles hors contrat que propose le groupe socialiste et républicain n'est pas une remise en cause de la liberté d'enseignement. C'est au contraire le moyen d'exercer cette liberté. Un système de contrôle a priori représenterait une garantie bien supérieure à celle de la déclaration et permettrait de mieux prévenir les phénomènes de radicalisation religieuse, de sectarisme, d'amateurisme ou d'insuffisance pédagogique qui sont une réalité dans un certain nombre
établissements. À travers les contrôles effectués dans ces écoles par les inspecteurs, ce qui a été relevé principalement est une pauvreté pédagogique, ce qui fragilise le développement des enfants et cela n'est donc pas compatible avec le Code de l'éducation. Rappelons que ces établissements hors contrat ont une gestion totalement autonome. Ils embauchent qui ils souhaitent pour les postes d'enseignants et ne sont pas tenus de suivre les programmes officiels. Il suffit d'avoir plus de 18 ans, d'être titulaire du baccalauréat, de nationalité française et de ne pas avoir été condamné par la justice pour pouvoir ouvrir une école avec une simple déclaration. Donc oui, bien sûr, les dérives existent et cette mise en danger des élèves est inacceptable. Mes chers collègues, quel est notre rôle en tant que législateur? Il est de protéger au mieux les élèves, de s'assurer de l'égalité des chances, de garantir le respect des valeurs de la République et des principes d'égalité entre les filles et les garçons, de garantir à toutes et tous un enseignement pédagogique de qualité et de permettre à tous les enfants d'atteindre le socle commun de connaissances. C'est dans ce sens que va l'amendement du groupe socialiste et républicain. Sachons concilier liberté d'enseignement et protection des enfants. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jacques Bigot pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'interviens pas au nom du groupe socialiste et républicain. J'interviens plutôt en tant que sénateur, président de la commission de droit local alsacien-mosellan, pour vous dire que je ne comprends pas pourquoi, Monsieur le Ministre notamment, vous ne proposiez pas d'office que l'article 1er s'inspire de ce qui existe dans les 3 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en vertu d'une loi d'empire, et non pas des lois qui régissent l'enseignement religieux. C'est une loi d'empire du 12 février 1873 qui prévoit que tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'État. L'autorisation de l'État est nécessaire pour ouvrir une école, pour engager un maître dans une école, et toute école peut être fermée par les autorités administratives lorsqu'elle ne se conforme pas aux prescriptions officielles en ce qui concerne l'organisation et le programme. L'article 2 de la loi prévoit d'ailleurs des sanctions pénales, lesquelles n'ont aucun intérêt parce que c'est 300 Deutschmark de l'époque, donc autant vous dire que ce n'est pas dissuasif. Mais la réalité, et pour m'en être renseigné auprès des autorités de l'État dans notre rectorat, ce système est satisfaisant, en ce sens qu'effectivement l'autorisation est là. Mes chers collègues, ce droit local qui parfois est contesté, il est le résultat du fait qu'en 1918, on s'était dit qu'il va falloir harmoniser entre le droit français et ce droit particulier de l'Alsace-Moselle, résultant pour partie du droit français d'avant 1870 et du droit allemand d'après 1870. Mais nous avons là l'occasion de faire cette harmonisation dans un sens qui va dans l'intérêt souhaité. Donc, Madame Gatel, acceptez l'amendement du groupe socialiste, lançons-nous dans cette autorisation, mais je rassure tout de suite les Alsaciens-Mosellans, le Code de l'éducation étant très clair, la loi que vous voterez ne s'appliquera pas et nous continuerons à avoir un système d'autorisation. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur David Assouline pour le groupe socialiste et républicain. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La presse, depuis ce matin, s'intéresse au Sénat et annonce que le Sénat va mieux encadrer les écoles privées sous contrat. C'était avant. C'est-à-dire, c'était quand Mme Gatel a déposé un projet de loi, chacun a jugé qu'il y avait des volontés d'encadrement qui n'allaient pas jusqu'à ce que nous, socialistes, nous voulions, puisque nous, et ça a été bien développé, notamment par Jacques-Bernard Magnier, nous pensons que le régime d'autorisation préalable est beaucoup plus sécurisant que le régime simplement déclaratif. Qu'est-ce qui était un pas quand même en avant qu'il faut toujours appuyer? C'était le fait que était exigé le projet pédagogique et que c'était la pierre angulaire, c'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant, sa possibilité, les garanties que nous pouvons avoir, qu'une fois que l'enfant est mis là, il n'a pas demandé l'autorisation, les parents ont décidé pour lui, il peut revenir vers l'enseignement public parce qu'il est au niveau requis minimum. Il y a eu un projet pédagogique, il peut être réinsérable dans le public. Là, plus aucune garantie. C'est-à-dire que
ce qui était annoncé comme un pas en avant, pour nous insuffisant, mais un pas en avant qu'il fallait acter, eh bien, n'est plus là. Et ça a été, et je veux que tout le monde le sache, puisque dans l'hémicycle, on va faire comme si on commence la discussion. Dans la commission, il y a eu une discussion. Il y a eu même des contradictions, voire des affrontements entre les promoteurs de la loi et M. Retailleau et beaucoup d'autres qui ont voulu enlever le projet pédagogique. Alors, Monsieur le ministre, c'est plus à vous que je m'adresse. Le gouvernement a semblé accompagner cette loi qui n'est pas sa loi, qui est une PPL, parce qu'il permettait un progrès. Mais est-ce que vous allez, comme ministre de l'Éducation nationale, cautionner ce compromis qui s'est fait après affrontement et qui enlève quelque chose d'important que nous soutenions, qu'a proposé l'UDI, qui est donc cette garantie du projet pédagogique, parce que nous, ici, quand on parle de laïcité, quand on parle de protection des enfants, quand on parle d'instruction, eh bien ce n'est pas géométrie variable, et nous allons le développer et éclairer au cours de cette séance, le fait qu'il y a eu un recul et que cette loi a été vidée de son sens. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Ravier, non inscrit. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, personne, vraiment personne n'est contre un contrôle qui permette de s'assurer que les enfants suivent une scolarité dans des conditions acceptables et même requises par le cadre qui est le nôtre, bien au contraire. Mais exiger des conditions drastiques avant l'ouverture d'une école, c'est la juger et, dans de trop nombreuses situations, la condamner avant même qu'elle n'ait pu ni su faire ses preuves. En l'état, les conditions drastiques que pose cet article 1 sont beaucoup trop contraignantes et seront, n'en doutons pas, un frein considérable pour l'ouverture de ces écoles. De plus, il est beaucoup trop dangereux de laisser à un décret le soin de fixer la liste des pièces constitutives d'un dossier de déclaration, tant les gouvernements successifs pourraient à leur gré modifier et durcir encore les critères. Les conditions d'ouverture fixées par l'article 1 vident de leur substance les libertés d'enseignement et d'association puisqu'elles soumettent à l'appréciation de l'État et du maire le projet pédagogique, les programmes, les titres des professeurs et jusqu'au volume horaire des cours qui sont donnés. Cela est en rupture totale avec l'équilibre même du droit issu de la loi Debré et de la jurisprudence constitutionnelle. La liberté d'enseignement des écoles indépendantes est gagnée aussi par le fait qu'elle ne reçoit aucun financement public. Le comble serait qu'elle soit autant contrôlée que les écoles sous contrat qui bénéficient, elles, de ce financement. Cette proposition de loi, si elle devait être adoptée en l'état, aboutirait à ce paradoxe. Enfin, l'allongement des délais d'examen du dossier associé à l'exigence déjà existante de communiquer le plan des locaux contraindrait les créateurs à louer à vide des locaux pendant des mois. L'équilibre financier toujours précaire de ces établissements qui s'autofinancent serait gravement menacé. Toutes les propositions allant dans ce sens n'auront pour conséquence que de mettre des bâtons dans les roues des écoles indépendantes. C'est une injustice et une erreur auxquelles je m'opposerai bien entendu. Merci, monsieur. Alors, nous allons maintenant passer à un amendement et 4 sous-amendements qui vont faire l'objet d'une discussion commune, en commençant par l'amendement numéro 40 rectifié bis présenté par Madame Gatel. Merci Madame la Présidente. Donc le présent amendement poursuit, comme je l'évoquais tout à l'heure dans la discussion générale, l'œuvre de simplification, ce qui ne veut pas dire moins d'exigence, de la proposition de loi et rend son régime plus opérationnel pour sécuriser à la fois les porteurs de projets mais aussi les autorités concernées. Cet amendement distingue donc clairement le demandeur et le directeur de l'école. Une personne ne peut cependant diriger l'école ou l'enseigner alors même qu'elle a créé que si elle remplit des conditions de qualification et d'expérience particulières qui sont présentées à l'article 3. La procédure spécifique auprès du maire est supprimée par la création d'un guichet unique, là encore qui sécurise et facilite. Le guichet unique, il est proposé de le créer auprès des services de l'État. Enfin, dans un souci de cohérence, les motifs et les délais d'opposition sont unifiés et donc rallongés pour tous les acteurs. Enfin,
une information de l'administration est rendue obligatoire en cas de changement d'identité du représentant légal de l'établissement et surtout de son directeur, afin d'éviter que des requérants aient recours à des hommes de paille pour la seule phase d'ouverture. Enfin, le présent amendement fixe dans la loi la liste des pièces constitutives du dossier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, nous passons à l'examen et à la présentation du sous-amendement à l'amendement 40 de Madame Gatel, et c'est le sous-amendement numéro 42 rectifié. Il est présenté par Madame Laborde. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent sous-amendement vise d'une part à rendre obligatoire un contrôle a priori du casier judiciaire du déclarant au moment du dépôt du dossier, afin de vérifier qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation incompatible avec l'accueil des mineurs. Il propose d'autre part que l'on exige le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, plus complet que le bulletin numéro 3 prévu par l'amendement de notre collègue Françoise Gatel. La circulaire du 17 juillet 2015 rappelle que les privations par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille peuvent ne pas figurer sur le bulletin numéro 3 du casier judiciaire du candidat. Dès lors, je tiens à la citer, il peut être opportun pour l'administration de demander la communication du bulletin numéro 2. Par cet amendement, il s'agit donc de rendre effective l'application de l'article L. 911-5 du Code de l'éducation, qui prévoit qu'aucun directeur ni aucun employé de son établissement ne doit avoir subi de condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. Or, cette interdiction est essentielle dans un environnement où les mineurs sont accueillis. Pour faire un parallèle, que ce soit dans le public ou le privé, en matière de recrutement, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire peut être obtenu par les personnes morales qui exercent une activité auprès des mineurs en vertu de l'article 776 du Code de procédure pénale. D'un côté, on nous rétorque que notre amendement est satisfait par le droit en vigueur, de l'autre, on insère dans la loi des dispositions qui le sont réellement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous passons à l'examen du sous-amendement 38 rectifié bis à l'amendement 40 de Madame Gatel, présenté par Monsieur Carl. Merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement vient donc compléter l'amendement de notre collègue Françoise Gatel. En effet, la législation actuelle prévoit la remise immédiate d'un récépissé par le maire ainsi que par l'autorité compétente en matière d'éducation au moment du dépôt de la demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé. Dans la nouvelle procédure prévue par l'amendement numéro 40 qui simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l'État, il est donc nécessaire de préciser que l'autorité recevant la demande d'ouverture aura un délai de 15 jours pour demander les pièces manquantes. En effet, dans la pratique, on constate que l'acceptation du dossier a lieu souvent tardivement, ce qui entraîne des délais plus longs. Merci, chers collègues. Nous passons maintenant au sous-amendement 46 rectifié à l'amendement 40 de Madame Gatel, qui est présenté par Monsieur le Ministre au nom du Gouvernement. Bien, ce sous-amendement du Gouvernement apporte une garantie supplémentaire aux porteurs de projets en soumettant explicitement le processus déclaratif au droit commun qui est prévu par le Code des relations entre le public et l'administration. Le constat des pièces manquantes par l'administration se fera par principe dans l'accusé de réception du dossier, lui-même délivré dès la remise du dossier ou à défaut dans les 2 semaines. En effet, le CRPA prévoit la délivrance systématique et immédiate d'un accusé de réception par l'administration lorsqu'un dossier lui est remis. C'est l'article L. 112.3. C'est cet accusé de réception qui fait courir le délai de réponse par l'administration. C'est l'article L. 114.3 du CRPA. De plus, l'article L. 114.5 du CRPA prévoit que si l'administration constate que le dossier est incomplet, son délai de réponse court à compter de la réception des pièces manquantes. Toutefois, cet article ne limite pas le délai dont dispose l'administration pour signaler que le dossier est incomplet. Et pour répondre à l'objectif porté par le sous-amendement numéro 38 rectifié de messieurs Carl et Retailleau, et conformément au délai de 15 jours que mentionne ce sous-amendement, le présent sous-amendement circonscrit explicitement à 15 jours
le délai dont disposera l'administration pour signaler que le dossier d'ouverture d'un établissement scolaire privé est incomplet. Enfin, pour parfaire ces garanties offertes aux porteurs de projets d'établissement, le sous-amendement précise que c'est l'autorité académique qui tient à informer les autres autorités disposant la possibilité de s'opposer à l'ouverture et de manière concomitante à chacune des étapes de ce processus. Donc je vous demande d'adopter ce sous-amendement qui offre des garanties supplémentaires aux porteurs de projets et qui remplit en fait le même objectif que le sous-amendement numéro 38, dont je demande par conséquent le retrait. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant à la présentation du sous-amendement 44 rectifié bis à l'amendement 40 rectifié de Madame Gatel, présenté par Monsieur Théophile. Madame la Présidente, mes chers collègues, cet amendement vise à renforcer le régime pénal dans le cas où la personne qui ouvre ou celle qui dirige un établissement sont dans l'illégalité. À ce titre, il crée une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne ouvre un établissement étant dans l'illégalité. Aujourd'hui, il peut prononcer une peine d'amende et la fermeture de l'établissement. Demain, il pourra en plus interdire à l'intéressé responsable de diriger un établissement ou d'enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira de fait d'ouvrir également un tel établissement. La durée est laissée à l'appréciation du juge en fonction des cas. Considérant qu'il est primordial qu'une personne ayant enfreint une telle décision administrative ne puisse réouvrir une école en perpétuant les mêmes délits, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement. Merci, chers collègues. Nous allons maintenant passer à l'avis de notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement 40. Il est le fruit d'un accord au sein de la majorité sénatoriale et intègre à cet effet la liste des pièces exigées dans la déclaration d'ouverture. Elle a émis un avis défavorable au sous-amendement 38 présenté par Monsieur Carle, dont je demande le retrait au profit du sous-amendement 46 du Gouvernement qui a le même objet. Il donne au service de l'éducation nationale 15 jours à compter du dépôt de la demande pour demander les pièces manquantes. Au-delà, les délais d'examen courent. Cela portera de facto à 3 mois et demi le délai d'examen des dossiers lorsque ces derniers seront incomplets. Cette disposition constitue néanmoins une garantie que l'examen du dossier ne soit pas retardé par manque d'une pièce. Le projet de loi relatif à un État au service d'une société de confiance comporte à son 2 bis une disposition similaire. Il convient de préciser qu'il ne fait pas d'obstacle à ce que le maire et les autorités de l'État s'opposent à l'ouverture si une condition n'est pas respectée ou si un justificatif est absent. La Commission avait émis un avis défavorable au sous-amendement 46 du Gouvernement du fait de l'augmentation à 4 mois du délai d'examen de la demande. Ce sous-amendement ayant été rectifié, j'y suis favorable à titre personnel. Le sous-amendement numéro 42 de Madame Coste, présenté par Madame Laborde, précise que les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs ne peuvent ouvrir un établissement d'enseignement scolaire. Sur ce point, il est satisfait par le droit en vigueur. De plus, il exige la présentation dans la déclaration du bulletin numéro 2 de l'extrait du casier judiciaire. Or, celle-ci n'est pas délivrée aux particuliers, mais uniquement aux administrations. La copie du bulletin numéro 2 ne l'est qu'aux administrations. L'article 776 du Code de procédure pénale prévoit à cet effet qu'il est délivré aux autorités compétentes lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'ouverture d'une école privée. Je demande en conséquence le retrait du sous-amendement 42 de Madame Coste. À défaut, avis défavorable. Enfin, la Commission a donné un avis favorable au sous-amendement numéro 44 rectifié de Monsieur Théophile. Je vous remercie. Voilà pour les discussions autour de l'article 1 de cette proposition de loi centriste qui vise à mieux encadrer l'ouverture des écoles privées hors contrat. Vous avez vu, les discussions ont été enflammées hier dans l'hémicycle, comme c'est toujours le cas, sur l'école. Il faut dire que l'article 1 a été largement édulcoré pour que le groupe UC puisse obtenir l'assentiment de l'ensemble de la droite, notamment Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, ainsi que Jean-Claude Carle. Tous deux sont de farouches défenseurs de la liberté d'enseignement.
et craignaient que le texte vienne à l'encontre de cette liberté d'enseignement, dans sa volonté d'encadrer un certain nombre de dérives de ces écoles privées hors contrat. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.